Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement de la première édition de la Semaine des Sciences à Djibouti. Et également dans l'actualité, le mouvement indigène rejette l'offre de dialogue du président Moreno. Bonjour à tous et nous débutons cette édition par ces messages de condoléances suite au décès de feu Saad Omar Guelleh. Les messages de condoléances continuent d'affluer donc à la rédaction centrale de la radiodiffusion télévision de Djibouti. C'est ainsi que le président du Yémen, Abdurrabou Mansour Hadi, a adressé un message de condoléances au président de la République et à la famille du défunt Saad Omar Guelleh. Par ailleurs, le président du syndicat des importateurs donc du CAT, Hussein Ahmed Farah, et le cheikh Abdullahi Ben Cheikh Ali Johar, cheikh de la ville de Borama, Idriss Ambassa, secrétaire général du conseil régional de Tadjoura, adressent tous leurs condoléances au président de la République et à la famille et aux proches du défunt Saad Omar Guelleh. Également, le cheikh Awalo Mohamed adresse ses condoléances au président de la République, le directeur de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, le directeur général de National Hall of Djibouti, Tadesse Tilahoun, et le personnel de la société de NOC of Djibouti adressent également leurs sincères condoléances au président de la République, à la famille et aux proches du défunt, tous prient le Tout-Puissant et Miséricordieux d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres de cette édition. La première édition de la Semaine africaine des sciences, à l'instar des pays africains, a été lancée donc ce matin au Palais du Peuple. Cet événement, le premier du genre donc, à Djibouti, a été organisé par le NEF et le Centre de technologie et de l'innovation pour le développement, connu sous le sigle donc CETID, avec l'ambassadrice du Forum du prochain Einstein, connu sous le sigle NEF, Madame Djaltou Aboubakar. Cet événement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont notamment le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le ministre des Affaires sociales, Mouna Osman Aden, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, des chercheurs, des acteurs académiques, locaux, publics et privés, des partenaires et par-dessus tout des étudiants férus de sciences, technologies et autres. Cette semaine de la science a pour objectif de faire découvrir l'univers de la science et de la recherche et de la technologie à travers des journées scientifiques, l'organisation des expositions, discussions, panélistes, des ateliers de coordination et de codification, la célébration des femmes dans les événements des STEAM, en somme, des activités amusantes et pertinentes pour toutes les tranches d'âge. Cette première édition de la Semaine africaine des sciences vise à offrir aux étudiants et aux citoyens la possibilité de s'investir davantage dans la science, et une attention particulière sera également accordé aux femmes et aux jeunes filles lors de cette semaine. Dans son allocution, Samatar Abdi a souligné que la science contribue au développement humain à l'échelle mondiale. On l'écoute. Ça permet à ces jeunes de devenir les futurs entrepreneurs, les futurs scientifiques, ceux qui on appelle, d'après l'initiative Next Einstein Forum, vous savez, le prochain Einstein, on pense définitivement qu'il est en Afrique. Et moi, Djaltou, toute l'équipe, on pense qu'il est même à Djibouti et qu'il est même parmi nous, qu'il est même dans cette salle. Donc, ce genre de semaine, c'est aussi de montrer l'étalage des capacités de nos jeunes. Et toute cette semaine, on va célébrer la science et on a la chance incommensurable de pouvoir compter sur l'appui de nos plus hautes autorités. Et je citerai le président de la République qui attache une importance capitale au développement de la recherche scientifique. Et quant à Mme Djaltou Aboubakar Osman, docteur et ambassadrice du NEF à Djibouti, elle a rappelé que l'enjeu, c'était donc de donner les moyens et de maintenir le rythme du progrès afin de rester au contact de l'économie du savoir. Si l'Afrique est en retard, a-t-elle dit, sur la révolution industrielle, elle doit s'arrimer fermement à celle du numérique. Elle en a la capacité et nos jeunes en ont le talent et l'intelligence. On l'écoute. C'est désormais la science qui trouvera une issue en Afrique. Et un port sera construit pour exhorter des milliers de jeunes à présenter, conduire, mettre en œuvre des centaines de projets innovants dans les domaines de la technologie et des sciences. C'est désormais en Afrique en général, et plus particulièrement à Djibouti, pays de la Corne d'Afrique, et stratégiquement
placée qu'il incombera de soutenir le développement stratégique des domaines de l'innovation en sciences et technologies. C'est désormais en Afrique en général, plus particulièrement à Djibouti, qu'il incombera d'accueillir, de soutenir et d'assurer le suivi des initiatives locales de ces jeunes innovateurs en vue de valoriser le futur des sciences sur notre continent en général et plus particulièrement sur notre sol. C'est pourquoi, à travers la Semaine des sciences, nous visons l'objectif de vulgariser l'importance de la mise en place des programmes, des projets ou d'ateliers qui s'articuleront autour des thématiques précédemment citées. La Semaine africaine des sciences est, comme vous l'avez compris, l'expression de l'engouement qu'ont voulu faire montre des amoureux de la science, des professionnels du secteur privé et public et des instances gouvernementales en charge des questions de la science et de l'innovation. Et quant au secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, il a tenu à féliciter les organisateurs. Vous êtes les acteurs, a-t-il souligné, du pays qui transforme le présent pour façonner le futur. Vous devez prendre la direction afin de nous inscrire dans le sens de l'histoire. Écoutons le secrétaire général de la présidence. Je suis optimiste. Je crois qu'il y a une ferme volonté, une détermination totale et un soutien entier du gouvernement, du président de la République. Et on dit souvent, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Vous nous permettez de savoir où on veut aller. Et ça nous rend très, très optimistes pour notre avenir. La science est indispensable pour avancer. Elle nous permet de lever tous les écueils de la vie quotidienne. Elle nous permet de lutter contre la pauvreté. Elle nous permet tout simplement de rendre la vie meilleure à ceux qui, parce qu'ils ont eu un handicap ou parce qu'il y a eu des petits accidents de la vie, n'ont pas accès à certaines technologies qui sont développées dans l'Occident et qui aujourd'hui peuvent être accessibles dans nos pays. La science est aussi indispensable pour que nous puissions développer notre pays. Développer pour tout simplement œuvrer pour le bien-être de l'ensemble de notre population. Inscrivons-nous dans ce mouvement global du monde qui dit que la science est l'avenir de l'homme. Et si on peut susciter la vocation pour les sciences à l'ensemble de nos jeunes, alors votre travail ne sera pas vain. Et je crois que la détermination et la forte volonté politique qui vous accompagne doivent nous permettre à tous d'être optimistes. Et enfin, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi, et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, ont félicité les jeunes, mais aussi les organisateurs, afin de traduire cette volonté à inscrire Djibouti dans l'évolution des pays africains en phase avec les innovations technologiques grâce au NEF. Nous les écoutons. Pour nous, c'est une fierté d'être là aujourd'hui à vos côtés, parce que la question de la science est une question transversale et qui engage toute personne. Dès le moment où on parle de développement, on ne peut pas se dissocier de la science. Et il est important que ça soit un domaine qui soit porté à sa juste valeur et surtout donner une certaine de l'amour à notre future jeunesse pour qu'on puisse continuer à avoir des docteurs et des professeurs autour de cette question. Et il est aussi inévitable de pouvoir parler de la science quand on parle de lutte contre la pauvreté. La science rentre dans tous les domaines, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans le développement de la technologie tout simplement. Et c'est un élément, comme on dit, c'est le stylo pour le papier. On ne peut pas avoir du papier si on n'a pas de stylo. Donc on a vraiment besoin de pouvoir mesurer l'importance. Et je pense que l'équipe qui a travaillé pour organiser cette semaine s'est démenée pour que cette activité puisse réussir. Et nous montrons ici avec notre présence, notre engagement et surtout vous accompagner durant toute cette semaine
pour pouvoir assister à ces différentes démonstrations ou bien preuves que les jeunes ont pu apporter. Et c'est une fierté pour Djibouti de rejoindre cette initiative également. Donc bravo à tous, félicitations et bon courage pour le reste. Sachez une chose, que c'est un défi. C'est un défi et nous sommes fiers aujourd'hui d'appartenir quelques moments à cette communauté d'innovateurs et de chercheurs. Et certainement, nous allons vous accompagner toute cette semaine. Et les équipes du gouvernement seront là pour pouvoir partager aussi et échanger avec nos jeunes universitaires, lycéens, collégiens, mais aussi de l'école primaire, mais aussi tout âge confondu, nous-mêmes, pour pouvoir partager et en apprendre, qui est important aussi. Félicitations, monsieur le directeur général, félicitations, mesdames et messieurs, ceux qui ont travaillé durant des mois entiers pour pouvoir réaliser cette semaine africaine à Djibouti, qui est une fierté, pour la première fois organisée à Djibouti, ces 6 petits pays de l'Afrique de l'Est, mais qui aujourd'hui sera connu par cette semaine des sciences africaines aussi, il faut le dire. Et je crois que nous pouvons rivaliser avec les pays qui sont aujourd'hui devant nous, comme le Rwanda, comme l'a si bien dit ce matin, mais comme aussi d'autres pays, le Sénégal et autres. Donc j'aimerais vous exhorter moi aussi, et nous vous encourageons aussi, et nous vous disons, nous sommes là. Le gouvernement attache une importance particulière au développement de la science et de la technologie, et nous serons à vos côtés pour pouvoir essayer d'apporter nous aussi à cette pierre dans l'édifice qui sera construit sur le développement des sciences de la télécommunication, mais aussi dans toutes les sciences. Et nous allons revenir donc sur cette première édition de la Semaine africaine des sciences qui a débuté aujourd'hui donc à Djibouti avec la chercheuse au CERD et ambassadrice NEF 2017-2019 Djibouti, Madame Dialtou Aboubakar Ousmane. Bonjour Madame. Bonjour. Alors parlez-nous de cette journée donc qui a débuté aujourd'hui, de cette semaine qui a débuté aujourd'hui, et qu'est-ce que le NEF ? Merci de me donner la parole. Tout d'abord, le NEF, c'est l'acronyme du Next Einstein Forum. C'est une idée qui a été lancée par des chercheurs africains en disant que le prochain Einstein sera africain. Donc il y avait des potentialités africaines, des gens qui avaient des capacités, des scientifiques qui avaient des capacités, donc il fallait leur donner un théâtre d'expression pour qu'ils puissent justement exprimer leur talent et montrer la contribution de ces chercheurs, de ces scientifiques africains dans la recherche mondiale. Et cette semaine, elle vient s'inscrire justement dans ces mouvements, donc à travers des cohortes d'ambassadeurs qui sont choisis par pays. Cette semaine est organisée, cette année c'est la 3e édition, 39 pays y participent. Elle a commencé fin septembre, elle continuera jusqu'à fin décembre. Et Djibouti va célébrer cette semaine du 13 au 20 octobre, avec bien sûr cette journée officielle. Alors cet événement, premier du genre à Djibouti, a été organisé par le NEF, comme vous venez de le rappeler, le Centre de technologie et de l'innovation pour le développement, connu par le CETID et l'association donc Women in STEAM of Djibouti, Women STEAM Djibouti. Très bien. Expliquez-nous ce que c'est que cette association. En fait, c'est une association qui regroupe plusieurs jeunes femmes djiboutiennes, tout d'abord, qui sont des scientifiques de différentes disciplines. Elles sont médecins, elles sont chercheurs, elles sont cadres dans des grandes entreprises, elles ont même de hautes responsabilités. Et donc, ces jeunes femmes se sont rassemblées pour être une voie de modèle pour les prochaines générations de jeunes filles qui veulent poursuivre par exemple une carrière dans le STEAM et aussi avant tout des études. Donc le STEAM, ce sont les sciences, technologies, ingénierie et les mathématiques. Donc, même si à Djibouti, par exemple, l'environnement il est favorable, par exemple, il y a des disciplines dans lesquelles les femmes s'engagent moins, ou même si elles sont engagées dans l'estime, elles sont pas si nombreuses que ça à faire des études très poussées, et pour plusieurs contraintes qui peuvent être compréhensibles, mais nous sommes là pour leur dire ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, si elles veulent, elles continuent. Alors, quelles sont les actions à venir donc, durant cette semaine? Je rappelle qu'une semaine, ou peut-être plus, seront organisées plusieurs activités. Alors, qu'est-ce qui est sur la prochaine liste? Donc, nous avons voulu toucher toute une frange de la population, pas vraiment, puisque c'est une semaine qui est consacrée à la vulgarisation des sciences
à montrer l'impact des sciences dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, nous avons commencé bien sûr par une exposition scientifique qui va durer 3 jours. Mais en même temps, dans l'après-midi, nous avons lancé une activité qu'on a appelée Défi décodage, donc de la programmation pour des jeunes filles de 8 à 18 ans. Cette activité aussi va durer sur 4 jours, avec la 4e journée où les jeunes filles pourront présenter leurs projets. Et les 3 meilleurs projets seront retenus. Et la meilleure des jeunes filles et le meilleur des 3 projets va figurer sur la plateforme du NEF. La 3e activité, c'est une conférence Femmes et Sciences. Donc, c'est pour montrer le rôle des femmes scientifiques à Djibouti, leur accomplissement. Des échanges aussi avec le public pour montrer ce qu'elles font et sont capables de faire. Et la 4e activité, c'est une caravane qu'on a appelée Science for Kids. C'est une caravane pour intéresser les enfants au plus jeune âge aux sciences. Parce que la vocation, elle ne s'écrée pas quand on a 40 ans, 50 ans. En général, c'est quand on est enfant. Donc, plus on intéressera nos enfants, nos jeunes enfants aux sciences, et plus on aura plus de chances de créer des vocations. Alors, est-ce que vous avez pensé à encourager ou à motiver ces jeunes en leur remontant des prix ou des cadeaux pour qu'ils soient motivés? Bien sûr, exactement. Par exemple, pour l'exposition scientifique, nous avons une grille d'évaluation, et puis au bout de ces 3 jours, les 3 meilleurs vont être choisis sur plusieurs critères. Nous avons un jury, parce que il faut savoir que la semaine à Djibouti, elle a été organisée, c'est vrai, par le CTID et l'association Women in STEAM sous l'égide de l'ambassadrice, mais nous sommes plus d'une dizaine qui viennent de différents horizons, que ce soit l'Université de Djibouti, que ce soit le CERD, le CTID, l'association. Donc certaines personnes font partie de 2, par exemple, institutions. Et nous avons décidé de remettre des prix aux 3 premiers, par exemple, pour l'exposition scientifique. Pareil pour les défis décodage, parce que ce sera vraiment un challenge, c'est vraiment un défi. Elles auront des projets et elles devront défendre ces projets justement pour avoir ces prix-là. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Merci à vous, Djaltou Aboubakar Ousmane. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CERD et ambassadrice NEF 2017-2019 Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Roblé, a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, accompagné du conseil de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, Stéphane Gallet. En pris part à cette rencontre, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, et Khadir Omar Khalilé, conseiller en communication du ministre. Lors de cette entrevue, le ministre et le diplomate français ont rappelé tour à tour la profondeur des liens d'amitié existants entre les 2 pays. Le ministre du Travail a fait un tour d'horizon des domaines de coopération de la France, particulièrement le renforcement de capacités de l'INAP en matière des formations et des agents de l'État. Et de son côté, l'ambassadeur s'est dit ouvert et disponible à prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer la coopération dans le domaine d'intérêt du ministère du Travail. Au terme de cette rencontre, les 2 parties ont convenu d'œuvrer pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Dans le cadre de sa campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers, le département de la Santé a intensifié les activités de sensibilisation et de mobilisation sociale au sein de la communauté. À noter que toutes ces activités promotionnelles se sont déroulées en étroite collaboration avec l'UNFD. Sa campagne de pulvérisation intradomiciliaire, des soirées ont été organisées dans les quartiers concernés afin de sensibiliser et d'informer les habitants sur l'importance de leur implication dans la mise en œuvre de cette campagne de lutte antivectorielle. À quartier 4, Arhiba, comme au quartier 6, ces soirées ont suscité une forte mobilisation de la part de la société civile, des membres actifs d'associations à base communautaire, ainsi que de relais communautaires issus des comités de santé de ces quartiers à risque palustre. Animés par des sketchs de sensibilisation, ces événements ont également permis aux différents responsables sectoriels qui se sont succédés au micro d'apporter des éclaircissements, des explications utiles sur le bénéfice et le bienfait de cette nouvelle technique de pulvérisation intradomiciliaire. Chacune de ces communions avec la communauté ont un franc succès qui furent déterminants pour induire l'implication de la population récipiendaire en les incitant au soutien de ce programme de lutte antivectorielle qui est essentiel compte tenu de l'endémicité élevée du paludisme dans notre pays.
Et dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler de forêts, et des forêts, il n'y en a pas que sur Terre. Les forêts semi-aquatiques qui font l'attraction des touristes pullulent sur nos côtes, des lieux d'habitat naturel très importants pour l'écosystème et la biodiversité. Il suffit de s'y promener pour apprécier la beauté de ces forêts de la mer. Il s'agit des forêts de mangroves. Certaines d'entre elles dépérissent. Pourquoi? Les explications dans ce reportage. Conscient de l'importance de la protection de l'environnement, dans le cadre de la réalisation d'un développement durable dans notre pays, le gouvernement djiboutien a initié par le biais de son ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche et des ressources halieutiques, le PRAEF, programme d'appui à la vulnérabilité des zones de pêche côtière, dont l'une des composantes a été la restauration des mangroves de Godoria dans la région de Bok. En effet, cette mangrove qui est la plus importante dans notre pays en termes de superficie, 240 hectares, et de ressources forestières halieutiques connaît une dégradation importante ces décennies. C'est pourquoi l'équipe du PRAEF est intervenue pour exécuter les travaux de restauration de la mangrove de Godoria. Pour plus ample précision, écoutons Mme Beydan Mohamed Mir, coordinatrice du PRAEF. À la restauration de la mangrove, il faut donc voir ça comme une activité qui est exécutée à travers la première composante de notre programme, l'appui à la résilience des habitats et du profil côtier. Nous avons estimé très important de travailler sur la mangrove de Godoria, principalement pour notre projet, parce que c'est la plus grosse mangrove à Djibouti, qui est aussi la plus luxuriante, la plus belle mangrove, comme vous le savez. Ce site connaît une détérioration qu'on a pu voir à travers une analyse à distance, à travers des images satellitaires sur les 10 dernières années. Donc cette dégradation que nous avons constatée a justifié un peu l'intervention de notre programme. L'objectif étant de restaurer au mieux à travers différentes activités afin de rétablir cet écosystème qui est un écosystème très important pour la production. Comme vous le savez, la mangrove, c'est un peu les pépinières, non? Et donc pour le secteur de la pêche, c'est très très important de la maintenir, de la préserver et de la restaurer. Ce projet a été financé par le FIDA-ASAP sans toutefois négliger l'intervention du PAM qui a mené une action Vivre contre travail dédiée aux ouvriers tout au long de cette opération. A signalé également la contribution précieuse de la préfecture et du conseil régional de Bok pour leur soutien logistique et administratif. C'est-à-dire que leur implication mérite d'être saluée quant à leur attachement à la forêt de Godoria, un site touristique d'une importance capitale pour la région de Bok. À ce jour, l'équipe du PRAEF a réalisé les travaux de reboisement, de propagule, de rhizophéra, le nettoyage de 9000 hectares de bois, la fixation mécanique de 2500 linéaires de dunes et l'ouverture de 1500 mètres de canaux d'infiltration de l'eau de mer, comme en témoigne le président du conseil régional de Bok. Les autorités de la région, nous puissions vraiment convaincre la communauté, mobiliser les gens pour qu'ils viennent vraiment travailler ici. Donc dans ces cadres-là, dans les gens, la communauté a travaillé pour la restauration de cette mangrove-là. C'est un travail vraiment titanesque qu'ils ont fait. J'ai dit ça parce qu'ils ont travaillé aussi avec les mains, comme on dit. Donc il y a énormément de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait parce qu'il fallait d'abord déjà faire sortir tous les bois morts de cette forêt-là. Ça, c'est une chose. Et après aussi, il fallait faire les répiquages. Parce que vraiment, la restauration, c'est ça. Je dirais au ministère de continuer, parce que là, les communautés sont conscients au début, ils sont conscients de, vous savez, les potentialités halieutiques et touristiques de la région de Bok sont énormes. Donc la mangrove, si la mangrove est préservée et restaurée, c'est pour cela que la communauté est consciente que s'il y a des visiteurs, c'est parce qu'il y a la mangrove aujourd'hui. C'est ça en fait ce qui va nous réjouir. Parce que là, ils comprennent vraiment la portée de la... Quant au nouveau préfet de Bok, fraîchement nommé, se déclare favorable à la continuation des travaux du PRAEF. Et qu'il n'y ait pas de relance de la part du gouvernement
de la part des partenaires qui ont certainement financé ce projet. La sollicitation et le souhait de la région serait qu'on puisse continuer ce projet afin que la population puisse s'approprier totalement et qu'il puisse continuer cette activité, s'approprier premièrement des techniques, les techniques de préservation des mangroves, les techniques de comment produire, comment faire en sorte qu'il y ait d'autres, les espèces qui sont là, comment faire en sorte qu'ils puissent se développer. En somme, il est impératif de continuer ce genre de travaux pour la préservation de ce beau site de Godoria. C'est pourquoi il faudra plus d'implication de la part des décideurs politiques et de partenaires au développement pour la pérennisation de ce type de projet. Sport pour clore l'actualité nationale dans la phase de poule de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale de football est en Gambie pour le match retour et arracher la victoire face aux Gambiens. Rappelons que le match aller s'est déroulé ici au stade Goulet à Djibouti et s'est soldé par un score vierge d'un but partout malgré la domination nette des requins de la mer Rouge. Au Gambie, donc, les joueurs de l'équipe nationale de football se préparent et s'entraînent pour affronter la formation gambienne. Les joueurs djiboutiens sont confiants. Et de là, nous passons à ce qui fait l'un de l'actualité internationale. En parlant Brexit, donc un espoir d'accord, Londres et Bruxelles se sont lancés hier donc dans d'intenses négociations pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit à 20 jours du divorce. La reprise in extremis des pourparlers signifie que les négociateurs européens et britanniques, Michel Barnier et Steve Barclay, estiment qu'il y a encore une chance de trouver une solution. Le vent d'optimisme s'est levé jeudi après un entretien avec les premiers ministres britanniques et irlandais qui disent avoir entrevu un possible compromis. Jusqu'à présent, l'Union européenne a refusé les propositions de Boris Johnson, mais Bruxelles souhaite éviter un Brexit sans accord. La question des contrôles douaniers sur la frontière irlandaise semblait jusqu'à présent insoluble. Le compromis en discussion pourrait finalement y apporter une solution. Le bilan des discussions sera fait donc demain, lundi, à la veille d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. Fête nationale espagnole, l'unité fragilisée par le conflit avec les séparatistes catalans. Revue des troupes pour le roi Felipe VI en ce jour de fête nationale. Le roi d'Espagne a présidé le défilé militaire auquel assistait sa famille et également le chef du gouvernement socialiste sortant, Pedro Sánchez. Seul petit raté avec ce parachutiste donc, qui a mal évalué son atterrissage. C'était s'être donc écrasé contre un lampadaire. La fête également pour des milliers de Catalans opposés à l'indépendance de la région. Drapeau en main, ils ont parcouru Barcelone, une fête nationale dans un contexte délicat entre Espagnols et séparatistes. Tout le pays est suspendu au verdict imminent de la Cour suprême sur le procès de 12 dirigeants séparatistes. Objectif, déterminer leur rôle dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne de 2017 et la déclaration d'indépendance de courte durée qui s'en suivit. Le 10 novembre, les Espagnols retourneront aux urnes et la question catalane sera l'un des principaux problèmes des électeurs. Et enfin, en Équateur, le mouvement indigène rejette l'offre de dialogue du président Moreno. Des pierres et fusées artisanales lancées par les manifestants d'un côté repliquent à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc par la police de l'autre. À Quito, en Équateur, les tensions entre le mouvement indigène et le président Lénin Moreno ne retombent pas. Le pays connaît un regain de tension dans une crise provoquée par l'annonce d'une hausse des prix de l'essence de plus de 100% en échange d'un prêt du FMI de plus de 4 milliards de dollars. Une hausse des prix qui frappe de plein fouet les populations indigènes qui représentent la majorité de la population la plus pauvre et un quart de la population totale. En 10 jours, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 5 morts, dont un dirigeant indigène et plus de 2000 blessés, selon le Bureau de défenseur du peuple, entité publique de défense des droits. L'état d'urgence a été décrété pour 60 jours, ainsi qu'un couvre-feu autour des institutions du pouvoir, avec 74 000 militaires et policiers qui ont été déployés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.